Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission, marche de l'opposition en Guinée en hommage aux deux jeunes qui ont perdu la vie dans la manifestation du 20 septembre. Un dernier hommage à ces militants qui manifestaient pour la tenue des élections locales. La crise libyenne également dans l'actualité. Une nouvelle session de pourparlers supervisée par l'émissaire de l'ONU se tient à Tunis. Et reprise des discussions entre le FMI et le gouvernement congolais ce mardi. Celle-ci devrait aboutir à un plan d'action qui devrait permettre à l'institution financière d'aider la République du Congo à redresser son économie. Dans notre Zoom culture et société, direction l'Afrique du Sud où une école vient en aide aux jeunes gens défavorisés en leur enseignant les métiers du cirque. À travers des enseignements qui imposent la précision, ces jeunes ont désormais la possibilité d'accéder à un meilleur avenir. Et pour débattre de cette actualité assez chargée, sur ce plateau, Raphaël Goma, enseignant chercheur à l'Université Paris 13 Villetaneuse. Bienvenue. Bonsoir Sarah, merci. Sur ce plateau également, Alfred Tchongo, notre éditorialiste. Bienvenue. Merci Zahra, oui, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Commençons par l'actualité politique. L'opposition guinéenne a tenu une marche ce mercredi en hommage aux deux militants de l'opposition qui ont perdu la vie il y a une semaine dans un rassemblement. Les leaders de l'opposition dénoncent l'utilisation quasi systématique des armes à feu pendant les manifestations. On écoute Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, qui parle d'une impunité des forces de l'ordre. Bavure, ça arrive dans n'importe quel pays. Mais lorsqu'il y a bavure, il y a enquête. Ici, c'est devenu une réalité à laquelle on est confronté chaque fois qu'on organise des marches pacifiques, au point que nous avons aujourd'hui plus de 80 jeunes qui ont été tués à bout portant lors des manifestations pacifiques. Alfred, les deux jeunes victimes pendant les manifestations du 20 septembre, il s'agit d'Ismaël Ba, âgé de 18 ans, et d'Ibrahima Sorisso, âgé de seulement 20 ans. Il s'agissait d'une marche annoncée comme pacifique. Qu'est-ce qui explique une pareille tournure des événements ? Alors, la marche, certes, était pacifique, mais on sait quel était le but de cette marche de l'opposition. C'était d'une part demander l'organisation des élections et d'autre part dénoncer justement tous les errements de la politique actuelle de Alpha Condé. On a vu des manifestations à Boké où les populations se plaignent du manque d'eau, du manque d'électricité, qui ont incendié des bâtiments publics, etc. Et donc c'était une manifestation d'ampleur. Et souvent, quand c'est comme ça, à la fin des manifestations, bien sûr, on suppose que ça va se disperser après le discours des leaders politiques, mais parfois il y a des échauffourées qui éclatent. Et au fond, depuis, je dirais, l'arrivée de Moussa Dadis Camara au pouvoir avant sa chute, ou à partir de ce moment-là, toutes les manifestations ont été systématiquement réprimées dans le sang en Guinée. Et donc là encore, malheureusement, voilà deux jeunes gens qui perdent leur vie inutilement, alors qu'il suffisait simplement que de part et d'autre, les réactions soient proportionnées justement à ce qui se passait réellement sur le terrain. Et par ailleurs, il faut que le gouvernement guinéen quand même assure la sécurité des populations et chaque fois qu'il y a une bavure comme ça, que le ministre de l'Intérieur ou de la Défense mène une enquête justement. Justement, on va y venir. Raphaël Goma, depuis 2011, ce sont 80 militants de l'opposition qui auraient perdu la vie dans ce type de manifestation. L'opposition dénonce le silence des autorités. Est-ce que, comme l'affirme l'opposition, la justice guinéenne demeure silencieuse sur ces affaires, où il pourrait d'ailleurs être question de bavure policière? Oui, effectivement, on a constaté depuis un certain temps qu'en Guinée, et pas seulement en Guinée, même en Afrique, disons que la justice est toujours silencieuse par rapport, disons, aux bavures policières. Alors, ça ne coûte rien de diligenter une enquête quand il y a, disons, mort d'homme, mais ce qui ne se fait jamais. Donc, quitte à dire, bon, les autorités sont complices, oui, si l'opposition l'affirme, c'est partant des faits constatés sur le terrain. Je pense qu'il faudra que cette impunité cesse. Mais bon, cela ne me surprend pas, d'autant plus que, vous voyez,
En Afrique, notamment dans les pays qui sont en crise de démocratie, l'armée a toujours été le bras droit du pouvoir. Et donc c'est pour cette raison, effectivement, qu'aucune enquête ne peut être diligentée envers ces agents en armes qui tirent à bout portant sur des populations qui viennent tout simplement revendiquer leur dû. Donc Cellou Dalein Diallo a raison de parler d'impunité? Effectivement, il a parfaitement raison. Et je lui donne raison parce que depuis, vous l'avez dit, il y a 80, morts depuis 80 militants de l'opposition qui sont tombés pendant les manifestations. Et qu'a fait le gouvernement depuis lors? Y a-t-il eu une enquête diligentée en ce sens? Y a-t-il eu condamnation au niveau des forces de l'ordre? Non. Il a raison de dire qu'effectivement, là, il y a un problème et qu'il faudra qu'on y remédie rapidement. Et j'incite bien sûr le président Alpha Condé de prendre des mesures nécessaires pour pouvoir bien sûr apporter une solution à cette situation. Alfred? Oui, je crois que c'est de bon sens, justement, que le gouvernement guinéen puisse prendre toutes les dispositions nécessaires afin de traduire devant la justice les coupables, justement, de ces morts-là. Rien ne peut justifier la mort, surtout de ces jeunes gens-là. De l'autre côté, il faut que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, qui sont chargés à la fois de la police, de la gendarmerie, qui sont censés justement assurer la sécurité de ces manifestations, essaient d'inciter les militaires au civisme, de les éduquer un tout petit peu justement à savoir comment utiliser soit des armes non létales pour éviter justement qu'on arrive à ces genres de situations. Mais il faut que la justice passe d'abord. Il faut que la justice passe d'abord. L'un des deux jeunes militants a été blessé par balle. C'était au sortir justement sur le chemin du retour de cette manifestation. Dans quel contexte évolue actuellement l'opposition guinéenne? Monsieur Goma. Oui, en fait, dans quel contexte évolue l'opposition guinéenne? Je crois que là, il s'agit, disons, d'un problème de sécurité. Bon, il est vrai, je crois que c'est Alfred qui le disait tantôt, que quand il y a une manifestation, bien sûr, effectivement, il y a toujours, dans tous les États, il y a toujours des comment dirais-je, des confrontations entre l'armée et les populations. Mais les armes, enfin, disons, la police, je parlerai même pas de l'armée, il s'agit, disons, d'une opération de police. Et la police doit avoir des armes adéquates, c'est-à-dire pas des armes avec des balles pour pouvoir repousser. On le voit ici en Europe et partout. Ils ont des boucliers, ils ont des armes légères qui leur permettent bien sûr de se débarrasser d'une situation conflictuelle. Mais on n'arrive pas à tirer à bout portant sur les populations. Et le problème qui se pose aujourd'hui, en fait, au niveau de l'opposition, c'est le problème de sécurité. Parce que même les dirigeants de l'opposition ne sont pas en sécurité aujourd'hui. On peut aller les kidnapper et puis les faire disparaître. Mais jamais on mènera une enquête pour savoir pourquoi tel dirigeant de l'opposition est porté disparu et pourquoi ou qui a tué qui. On ne le fera jamais. Tout simplement, est-ce une peur? Je n'en sais rien. Puisqu'on a vu, d'ailleurs on l'a dit, Alfred l'a dit à l'époque d'Addis Camara, l'armée avait plein pouvoir. Bon, ce n'est peut-être pas le cas. Aujourd'hui, Alpha Condé est arrivé quand même à l'issue d'une élection libre et transparente. Et donc il doit garantir l'état de droit quand même en Guinée pour rassurer l'opposition et puis apaiser, disons, le climat social. Alors justement, la principale raison pour laquelle l'opposition guinéenne maintient ces manifestations, c'est la tenue des élections locales, des élections, je le rappelle, reportées en 2013, 2014, 2015, 2016. Une date vient d'être fixée, le 4 février 2018. Elle est proposée par la commission électorale. Est-ce que les Guinéens peuvent encore croire à la tenue de ces élections? Je crois que la CENI vient de doter une épine du pied d'Alpha Condé. Parce que la manifestation qui a été organisée, qui a entraîné la mort de ces deux jeunes gens-là, visait justement à obtenir une date pour l'organisation de ces élections. Ça voudrait dire quoi? Que la Commission électorale nationale indépendante doit disposer des moyens nécessaires maintenant pour arriver qu'à cette date-là, en février de l'année prochaine, que les élections aient réellement lieu. Il ne faudra pas qu'on arrive au mois de janvier ou en décembre pour qu'on nous dise il n'y a pas d'argent pour organiser les élections, donc on ne sait pas si ça va encore avoir lieu, et là, ça va entraîner encore d'autres conséquences, d'autres manifestations et d'autres victimes. Donc, il faut donner maintenant les moyens nécessaires à la Commission nationale électorale indépendante guinéenne pour pouvoir organiser ces élections à la date qu'elle a proposée
et qui satisfait finalement à tout le monde, à la fois le gouvernement et l'opposition qui étaient en attente et en forte demande justement d'une date précise. Alors avec tous ces événements, on voit bien que le climat politique est quand même assez tendu en Guinée. Ce 28 septembre marquait justement le 8e anniversaire des événements du stade de Conakry. 8 ans après, quelles avancées pour ce qui concerne les victimes et leurs familles? Monsieur Gouma. Quelle avancée en ce qui concerne, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si une enquête avait été diligentée, je ne sais pas s'il y a eu, disons, des coupables. Certes, bon, on avait, je crois qu'il y a un lieutenant qui avait tiré d'ailleurs sur Dadis Camara, à qui on avait imputé toute la responsabilité de ces événements du 28 septembre. Mais je pense qu'il n'y a pas d'avancée significative dans ce sens. Et moi, j'exhorte d'ailleurs le gouvernement guinéen de prendre les mesures nécessaires pour essayer d'apaiser, bien sûr, disons, la douleur des familles, des victimes. Et en ce sens, c'est-à-dire qu'en diligentant disons, en menant des enquêtes pour pouvoir condamner et juger les coupables. Tant que les coupables ne sont pas jugés, les familles seront toujours dans une situation, je dirais, incommensurable, je dirais, une situation de deuil, puisqu'ils ne pourront pas faire réellement leur deuil, puisque ne sachant pas réellement qui a tiré sur qui et qui est à l'origine de la mort de leurs parents. Voilà. Alfred Chango. Oui, rapidement, je dirais deux choses. C'est vrai que Moussa Dadis Camara a été mis hors d'état de nuire, a été écarté. Oui, le lieutenant Koumba Diakité a été arrêté au Sénégal et puis extradé en Guinée, donc il va être jugé. Et puis il y a Sekouba Konaté qui aussi va passer devant la commission. Donc il y a quand même un frémissement judiciaire, j'allais dire, qui fait effectivement que ceux qui sont considérés comme les auteurs de ces événements tragiques puissent être traduits devant la justice. Alors, on a essayé d'indemniser les familles, mais ça ne remplace jamais la vie d'un mort. Ça n'est qu'un pansement, mais au plus profond, effectivement, il faut qu'il y ait un procès pour que on sache réellement qui avait donné l'ordre de tirer. Est-ce que c'était Dadis Camara, est-ce que c'était le lieutenant Koumba Diakité ou Sekouba Konaté? Donc voilà, ça, ce sont des choses qui doivent être clarifiées maintenant. Donc plus de 250 victimes, on le rappelle. Absolument. Moins d'une semaine après la présentation d'une feuille de route par l'ONU, une session de pourparlers entre parties rivales de la crise libyenne s'est ouverte ce mardi en Tunisie sous l'égide de Ghassan Salamé, nouvel émissaire de l'ONU aux Nations Unies. Des pourparlers pour discuter de l'accord de Skhirat. Pardonnez-moi, Corinne Camdem. Les Nations Unies lancent une nouvelle initiative pour ramener la stabilité en Libye. Mardi 26 septembre, une session de pourparlers entre parties rivales libyennes s'est ouverte en Tunisie sous l'égide du nouvel émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Rencontre qui intervient quelques jours après la présentation de sa feuille de route aux Nations Unies pour tenter de sortir le pays de cette crise. Je pense à chacun de nos collègues dans les deux assemblées et je vous prie de bien vouloir négocier dans la plus grande mesure en prenant en compte ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. J'espère que vous les impliquerez autant que possible dans votre travail pour que tous les amendements limités apportés atteignent les objectifs du consensus le plus large parmi les deux conseils. La Libye est en proie à une lutte intestine pour le pouvoir depuis la chute du général Mouammar Kadhafi en 2011. Pour apaiser ces tensions entre pouvoirs politiques rivaux, l'accord interlibyen de Skhirat a été signé en 2015 au Maroc sous l'égide de l'ONU et un gouvernement d'union avec comme Premier ministre Fayez al-Sarraj a été créé. Cependant, le nouveau gouvernement peine à imposer son autorité dans le pays. Dans son nouveau plan d'action, Ghassan Salamé propose qu'une nouvelle constitution soit soumise à un référendum afin d'ouvrir la voie des élections d'ici 2018. Votre rencontre aujourd'hui est une ouverture à cette stratégie dont l'accord Skhirat, qui est notre référence et notre cadre, a besoin. Une mise à jour pour l'améliorer et le rendre plus cohérent avec le changement que la Libye a traversé depuis son adoption. Bien sûr, sa légitimité s'améliorera aussi si nous parvenons à convaincre la majorité des Libyens. Le consensus sera élargi et l'unité de notre peuple en Libye renforcée. Ces nouvelles négociations doivent se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine à Tunis. Les législateurs doivent débattre des changements apportés à l'accord de 2015 que l'ONU espère sera une transition vers les élections présidentielles et parlementaires en Libye.
Raphaël Goma, l'enjeu de ces pourparlers est d'amener l'application de l'accord de Skirat signé en 2015. Est-ce qu'au regard de ce léger dégel des relations entre ces deux hommes forts, qui sont le maréchal Khalifa Haftar et le chef du gouvernement qui est Fayez al-Sarraj, est-ce que ça peut permettre la mise en application de cet accord, en tout cas une avancée? Oui, moi j'ai bon espoir qu'effectivement ça peut apporter quand même, disons, un certain soulagement au niveau des populations et donc l'avancée. Mais ce que je déplore un peu dans cette histoire, voyez-vous, il n'y a pas très longtemps, il y a le président français qui avait réuni ses émissaires pour trouver une solution. Quelques semaines plus tard, c'était au Congo-Brazzaville qu'il se retrouvait pour trouver une solution. Aujourd'hui, c'est Hassan Salamé, donc envoyé de l'ONU. Je me pose des questions. C'est comme s'il y avait une cacophonie pour trouver. Et pourquoi plusieurs commissions? J'ose espérer que maintenant, avec Hassan Salamé, on trouvera vraiment la solution adéquate pour que, effectivement. Mais je pense que j'ai bon espoir, je l'ai dit, parce que dès lors que les gens se parlent, c'est déjà un signe de bon sens. Et j'ose espérer qu'ils aboutiront pour qu'un jour, qu'il y ait des élections libres et transparentes en Libye. Alfred, 3 points sont au cœur des discussions à Tunis, notamment l'article portant sur la recomposition du Conseil de la présidence. Ce Conseil pourrait être ramené à 1 président et 2 vice-présidents, plus précisément, le Conseil présidentiel ne devant plus revenir à Fayez al-Sarraj. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, revenir au maréchal Khalifa Haftar? Je ne crois pas que le maréchal Haftar cherche à avoir ce poste-là. Je crois qu'il y a un jeu de rôle et d'influence qui est en train de se jouer maintenant en Libye, mais on sent effectivement que les uns et les autres, avec les appuis qu'ils ont au niveau régional, au niveau international, essaient effectivement de donner sens, corps aux accords de Skirat de 2015. Et en même temps, alors, évidemment, Denis Sassou Nguesso, c'est le comité de l'Union africaine qui a été mis en place justement pour favoriser le dialogue inter-libyen. Et je crois qu'il y a une forme de continuité entre les trois actions. Hassan Salamé a la mission justement des Nations Unies de coordonner tout cela. C'est ce qu'il est en train de faire à Tunis. Donc, il s'agit effectivement de faire qu'ils se retrouvent tous autour de la table, mais autour justement de cet objectif de dire nous devons aboutir aux élections, doivent avoir lieu l'année prochaine, mais il faut que chacun mette de l'eau dans son vin. À mes yeux, le maréchal Haftar ou Fayez al-Sarraj, ce n'est pas vraiment un gros problème pour la Libye, c'est plutôt les milices et puis toutes ces forces qui tournent, qui gravitent autour des grands... Mais cette rivalité quand même entre ces deux hommes, tout de même, quelle place pourrait occuper le maréchal Khalifa Haftar après les élections, par exemple, parce qu'il s'agit de déterminer le rôle qu'il va jouer. Mais absolument, mais là ce sont vraiment les Libyens qui doivent décider de ce rôle-là. L'idée c'est vraiment de faire que tous les protagonistes se retrouvent autour de la table et se parlent franchement pour dire, ben voilà, il y en a assez comme ça, depuis 2011, le pays va dans tous les sens, les djihadistes sont arrivés, etc. Maintenant, il y a un accord qui est là. Il n'est pas parfait, mais bon, on va essayer de faire. Haftar, il occupe une bonne partie de la Libye. Bien, trouvons-nous autour de la table pour décider justement de ce qui est bien pour la Libye. Et là, il y a cet accompagnement à la fois de l'Union africaine et de la communauté internationale. Alors, l'autre point à l'ordre du jour dans ces discussions, c'est le projet de constitution qui pourrait justement ouvrir la voie à des élections. Seulement, voilà, il y a des minorités, par exemple Touareg ou encore des Amazighs qui s'y opposent. Qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que cela veut dire que finalement les autorités libyennes ne sont pas allées suffisamment loin dans les compromis? Oui, je dirais qu'effectivement, parce que regardons un peu quand Mouammar Kadhafi était là. Mouammar Kadhafi s'appuyait sur les communautés libyennes, effectivement. Et je pense que le gouvernement d'aujourd'hui, aussi bien le maréchal, je pense qu'ils ne vont pas assez vers les communautés pour expliquer le bien fondé du vivre ensemble. Il faut qu'ils fassent ce travail-là, et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on va essayer, bien sûr, de dénouer les nœuds qui posent problème pour arriver, disons, vers une nouvelle constitution. Parce que justement, ces communautés reprochent justement à ces deux autorités de les marginaliser.
C'est l'impression effectivement que les Touaregs et les Tamazighs pensent effectivement, parce que c'est tout à fait des minorités par rapport aux grandes tribus libyennes. Mais le but de la Constitution, c'est justement de faire que tout le monde se retrouve à l'intérieur de cette Constitution. Ben, on a vu l'ancien descendant justement de droit Sénoussi Idrissa dire, mais oui, il y a cette Constitution qui existe, on peut toiletter l'ancienne Constitution royale pour enlever ce qui portait sur la royauté, pour mettre République, et puis ça permettra de rassembler tous les Libyens. Donc il faut discuter, il faut amener tout le monde autour de la table et puis se parler franchement sur ce point-là aussi. Alors, on l'a rappelé à plusieurs reprises dans cette émission, le gouvernement d'union peine toujours à imposer son autorité sur l'ensemble du pays. Est-ce que cet accord de Skhirat est suffisamment solide d'un point de vue politique, mais aussi institutionnel, afin de taire les rivalités? On pense notamment vers l'est de la Libye. Oui, politiquement, je crois que cet accord est solide, mais institutionnellement, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce que, vous savez, en Libye, on l'a dit, en fait, ce sont les milices qui font la loi. Disons le gouvernement qui est là, aussi bien que le maréchal, ils ont des troupes. Et en dehors des troupes qu'ils ont, il y a des communautés qui ont aussi des troupes. Et donc, ça pose un problème. Et donc, il faudra que politiquement et institutionnellement, qu'on trouve, disons, un moyen pour permettre à ces miliciens, je ne sais pas, soit d'être incorporés dans l'armée nationale, ou créer peut-être une armée nationale, pour éviter qu'effectivement, qu'on se retrouve toujours avec des milices qui contrôlent une partie, parce qu'effectivement, il y a des intérêts pour eux là-bas. Et on a connu ça dans beaucoup d'États. Donc, je pense que l'essentiel serait qu'il faudra qu'on donne des gages à ces miliciens. Comment on peut les intégrer dans l'armée nationale pour qu'ils puissent servir à des postes, bien sûr, de sécurité ou de défense nationale, ou ainsi de suite. Alors, on l'a dit, les discussions se déroulent en Tunisie. La crise libyenne, on le sait, a influencé de manière directe la situation dans ce pays. Est-ce que la Tunisie est aujourd'hui un acteur, un partenaire incontournable de la crise libyenne, Alfred ? Bon, disons que c'est d'abord l'Algérie qui est plus davantage impliquée dans le règlement du conflit libyen, et puis les Marocains. Mais on sait que le tangage justement de ces accords de Skhirat est lié au fait que les Algériens avaient jugé qu'ils n'avaient pas été conviés à la table des négociations et que c'était le royaume chérifien qui était privilégié, mais qu'à cela ne tienne. Alors la Tunisie a toujours été un terrain neutre dans tous les conflits qui concernent le Maghreb, mais le monde arabe en général. Ça a toujours été la terre de ces rendez-vous pour trouver une solution à ces crises-là, qui sert justement parce que ne prend pas position ni pour les uns ni contre les autres. Et en même temps, du fait justement de cette longue frontière avec la Libye, il y a pour la Tunisie intérêt à ce que le dialogue inter-libyen ait lieu et qu'on trouve une solution, parce que la Tunisie aussi subit les contre-coups justement de ces milices qui quittent la Libye et qui vont attaquer la Tunisie. Donc elle a intérêt justement à ce que cette facilitation aille jusqu'au bout. Et d'autre part, on sait qu'il y a près d'1 million de Libyens qui se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière tunisienne. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.